Bienvenue au Balado des sans-emploi. Ici, on explore tout ce qui touche de près ou de loin au monde du travail et on jase de ce qui fait bouger le marché de l'emploi. Prêt pour la discussion? C'est parti! Bonjour et bienvenue à notre 3e épisode de notre 4e saison. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Émilie Vien, fondatrice de La Planificatrice, qui est une entreprise spécialisée dans la gestion du temps et de la productivité et qui est aussi animatrice du balado 168 heures. Merci, Émilie, d'être avec nous. Merci, les filles, de m'avoir invitée. Ouais. Allô! Allô! On est pas mal excités de te rencontrer aujourd'hui. En tout cas, moi, je le suis parce que je suis moi-même une femme. Une femme. Une femme? Elle est une femme. Bien sûr, je suis une femme. Félicitations. Mais je suis surtout une fan du balado 168 heures qui, je te l'avais expliqué un peu quand je t'ai invitée, là, qui m'avait accompagnée, moi, à mon retour au travail après mon congé de maternité. J'ai écouté beaucoup les balados, donc je suis bien contente de t'avoir avec nous. Moi, de mon côté, j'ai entendu parler de toi de Caroline. Oui. Et j'ai été m'informer ensuite. Je suis pas quelqu'un qui a tendance à se planifier beaucoup. Je suis quelqu'un d'organisé, surprenamment, mais je suis ouverte à découvrir ces choses-là parce que c'est pas une habitude pour moi de planifier tout. Fait que, je suis là pour apprendre, moi, ça. Ben, c'est génial. Ouais. C'est génial. Mais tu sais, c'était déjà organisé et tout. Tu sais, aujourd'hui, je pense que je vais y aller beaucoup dans les conseils. Après ça, on prend ce qui nous parle, puis ce qui nous parle pas, ben, on le laisse aller. Fait que, ouais, j'ai super hâte. Oui, yes. C'est super. Mais est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu à nous, là, à ceux qui ne te connaissent pas déjà? Absolument. Donc, c'est ça. La planificatrice, c'est le nom de mon entreprise. Puis moi, derrière ça, ben, il y a moi, c'est Émilie Vien. En fait, moi, je travaille... professionnellement, je me définis aujourd'hui comme une experte en planification, gestion du temps et saine productivité, mais j'ai pas toujours fait ça. J'ai professionnellement toujours travaillé dans la planification. Donc, moi, après mes études, je suis allée travailler comme planificatrice d'événements professionnels. J'ai commencé en hôtellerie, puis après ça, je suis allée en agence privée. Donc, moi, j'organisais des événements. J'organisais la vie des autres personnes, finalement, à travers différents événements. Puis, c'était vraiment un domaine qui me passionnait énormément. Comme moi, la planification puis l'organisation, moi, c'est quand je note mes passions, là, ça fait partie de mes passions. Tu sais, il y en a que c'est l'équitation, la randonnée. Moi, ça fait partie vraiment de mes passions. Fait que je trouvais ça vraiment génial de pouvoir, finalement, vivre de ma passion comme planificatrice d'événements. Pour les gens qui connaissent peut-être moins un peu le milieu professionnel de la planification d'événements, c'est un domaine vraiment très excitant, sauf que c'est très stressant aussi. Il y a beaucoup de pression. Moi, je travaillais aussi avec une clientèle qui était très exigeante quand même. Et puis, moi, je me mettais aussi, il faut le nommer, là, je me mettais une énorme pression sur les épaules. Tu sais, tout le monde semblait me mettre aussi de la pression aussi, ce qui fait que, bon, pour faire une histoire courte, je me suis rendue jusqu'à l'épuisement professionnel. Donc, j'ai fait un gros épuisement. Puis, en fait, je pense que mon épuisement s'est dessiné sur à peu près une période de 3 ans. Puis, c'est en 2018 vraiment que là, je suis tombée en arrêt de travail. C'est là que j'ai décidé d'aller voir mon médecin puis d'arrêter finalement. Et puis, pendant mon épuisement, pendant mon arrêt de travail, c'est-à-dire, je suis aussi tombée enceinte. Donc, tu sais, là, les remises en question, là, je les ai eues. Tout en même temps. Tout en même temps, comme des belles nouvelles puis des mauvaises nouvelles en même temps. Donc, j'ai dû naviguer à travers ce gros chaos-là, finalement. Puis ensuite de ça, ce qui fait que je suis jamais retournée à mon travail parce que, bon, congé de maladie suivi du congé de maternité. Puis là, pendant mon congé de maternité, je faisais face un petit peu à l'inconnu. Tu sais, est-ce que je retourne dans mes anciennes bottines? Est-ce que je retourne dans mon ancien milieu professionnel? Ou si je recommence quelque chose de nouveau? Et j'ai choisi de prendre la voie de l'inconnu et de choisir quelque chose de nouveau, même si ça faisait très peur parce que je savais pas où j'allais m'en aller. C'est sûr. Donc, j'ai quitté mon emploi pendant mon congé de maternité. Là, à un moment donné, je savais comme plus trop quoi faire. Fait que je me suis quand même fait accompagner par une conseillère en orientation vers la fin de mon congé de maternité. J'avais toujours rêvé de me lancer à mon compte, ne sachant pas, par exemple, ce que j'allais faire. OK. Puis en tout cas, de fil en aiguille, j'ai à un moment donné, en janvier 2020, décidé de lancer un blog, un peu sur un coup de tête pour me reconnecter un petit peu avec ma passion pour l'écriture, parce que j'ai toujours aimé ça. Puis comme en devenant adulte, j'avais comme mis de côté ce côté artistique-là de moi. Donc, j'ai lancé un blog que j'ai appelé vraiment sur un coup de tête, là, La Planificatrice. Et ce blog-là s'est transformé rapidement en entreprise. Fait que c'est j'allais dire aussi simple que ça. Il y a eu plein de choses en arrière. Oui, naturellement. Oui, exactement. Comme tout. C'est comme si à un certain moment,
c'est comme si là, j'étais vraiment alignée, puis comme toutes les bonnes opportunités, toutes les bonnes choses se présentaient à moi. Tu sais, au début, le blog, bien que ça s'appelait La Planificatrice, je partageais des petites recettes, des conseils maquillage, tu sais, des affaires de filles, là. Ouais. Puis, à un moment donné, je voyais que, par exemple, quand je mettais des articles en lien avec la productivité puis la planification, ce qui était hyper facile pour moi, et là, je me rendais compte qu'il y avait un public pour ça. Puis c'est là, en même temps, que j'ai compris que c'était pas tout le monde qui avait de la facilité avec l'organisation. Ouais. Puis moi, vu que j'avais travaillé comme toute ma carrière avec des gens en organisation, bien entendu, tout le monde était super organisé. Ma famille est organisée, mes amis proches sont aussi organisés, ce qui fait que moi, dans ma tête, j'avais pris la conclusion que tout le monde était organisé dans la vie. Mais là, j'ai appris avec le blog, en fait, la réception que le blog avait, que finalement, je pouvais aider les gens avec ça. Fait que tranquillement, la planificatrice, c'est devenu mon entreprise. Fait que là, j'ai lancé des produits, des services qui font que ça fait bientôt 5 ans là, que l'entreprise existe. Wow. Fait que voilà. Mais tu sais, là, j'ai parlé très, très professionnel, mais sinon, au niveau personnel, j'habite dans la région de Québec. J'ai un amoureux, on est ensemble depuis 18 ans presque. J'ai un petit garçon qui approche les 6 ans. Donc, c'est ça. Puis, je suis passionnée par l'organisation, la planification, mais aussi par les voyages, la bonne bouffe, la culture, les découvertes, les langues, ouais. Tout finit par se rejoindre à un moment donné. Il faut organiser un voyage, il faut organiser ses menus. Tout se tient, là. T'es dans tout, là. Mais justement, ça devient d'où, cette passion-là pour la planification? Parce que c'est quand même pas commun, là. C'est vrai que c'est pas commun. On va dire, c'est quoi tes passions? C'est rare que je m'entends que la personne me dise, moi, la planification puis l'organisation, c'est ma passion. J'ai déjà entendu faire des listes. Ça, c'est un trip. Mais la planification at large, c'est vrai que c'est la première fois que j'entends ça. En fait, d'où ça vient? C'est le fun que tu me poses cette question-là. Ça me vient d'où? En fait, moi, je pense que c'est une culture familiale. Genre, j'aime ça le dire à la blague, mais en fait, c'est même pas une blague, c'est vrai. La personne la plus organisée que moi, que je connais, c'est mon père. Mon père est vraiment plus organisé que moi. Puis c'est le fun à dire parce que souvent, on attribue cette qualité-là, on va dire, d'organiser, surtout aux femmes. Puis on va souvent dire les hommes sont moins organisés et tout. Mais messieurs, ce n'est pas vrai. Parce que mon père est vraiment plus organisé que moi. Puis, bref, et ma mère est possiblement la reine des listes. Là. Donc, j'ai vraiment été élevée dans un contexte familial où la planification et l'organisation étaient super valorisées. Puis moi, je m'épanouissais super bien là-dedans. Tu sais, je trouvais pas que c'était rigide parce qu'il y en a qui pourraient trouver parfois que ça peut être rigide. Mais moi, tout était toujours organisé, ce qui fait que, tu sais, toutes les choses arrivaient toujours bien chez nous. Donc, moi, j'ai reproduit ça. Ça m'a aussi aidé, bien entendu, à l'école. Puis il faut dire qu'on évolue quand même dans une société qui valorise aussi l'organisation et la structure. Tu sais, le système scolaire est fait comme ça également. Donc, j'ai comme juste super bien navigué là-dedans. Puis, mais tu sais, je suis pas sûre à 15 ans que j'aurais dit que j'étais passionnée par l'organisation, mais tu sais, comme aujourd'hui, je suis consciente que oui, moi, comme organiser les choses, j'aime ça. Ça me fait vraiment plaisir. Puis je peux dire que je suis motivée à le faire. Fait que c'est une passion. Fait que c'est un peu comme si c'était inné quasiment pour toi, ça. Tu sais, que tu l'as intégré. À quel moment, mettons, tu t'es rendu compte que là, tu planifiais de façon consciente et non pas parce que ça a toujours été en dedans de toi, mettons? Mais ça, c'est une super bonne question parce que la planification consciente, là, ça, par exemple, c'est récent. Là, c'est après mon burn-out. Intéressant. Parce qu'avant, je planifiais beaucoup pour les autres, en fait. Je planifiais les événements des autres personnes. Je le faisais très bien. Cependant, est-ce que je planifiais bien ma vie, moi? Pas tant. Pas tant, parce que clairement, je me suis rendue à l'épuisement. Là. Je veux dire, il n'y a pas juste mon temps qui n'était pas optimisé, sauf que il y avait plein d'autres facteurs, sauf que je sais que j'aurais pu mettre en place des choses que j'enseigne aujourd'hui qui m'auraient peut-être, je veux dire, on ne le saura jamais si ça m'aurait fait éviter l'épuisement, mais à tout de moins, j'aurais pu peut-être m'en sauver, je sais pas. Fait que, mais pour répondre à ta question, est-ce que c'est inné? Je pense que clairement, dans ma génétique, j'ai ça en moi. Ouais. Mais ce qui est intéressant avec la planification et l'organisation, c'est que pour les personnes pour qui c'est pas inné, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y en a avec qui ça va être peut-être plus difficile, ça je peux comprendre, mais ça s'apprend. Justement, tu sais, là, tu dis ça s'apprend. Est-ce que au niveau de l'emploi comme tel, parce que nous, chez Libre Emploi, c'est ça, on aide beaucoup les chercheurs d'emploi. Au niveau de l'emploi, c'est quoi que tu vois en premier que ça apporte de bon là, en emploi de s'organiser? Il y a tellement d'avantages. Moi, je trouve que dans les avantages de comme être bien organisé puis bien planifié lorsqu'on est en emploi, c'est que ça va nous donner un sentiment de contrôle. Le sentiment de contrôle, qu'est-ce que ça nous procure? Ça nous procure plein de choses. Ça nous procure de la confiance. On a l'impression d'être proactif plutôt d'être continuellement réactif. On est dans une ère de rapidité, ce qui fait qu'on a toujours l'impression d'être en arrière. On est toujours en retard, on travaille jamais assez d'heures, on se tape beaucoup sur la tête. Puis, je veux pas dire que la planification
planification va régler tous les problèmes. Sauf que... ça serait bien beau. Ça serait vraiment merveilleux, mais en même temps, je pense que ça peut vraiment aider à se sentir un peu plus proactif ou proactive. Mais c'est ça, vraiment, au niveau du contrôle, ça va nous donner de la structure. Ça va justement, comme je disais, donner un petit peu de confiance en nous. Ça va aussi nous permettre, peut-être, tout dépendant dans quel contexte professionnel on se trouve, ça peut faire diminuer les heures qu'on fait. Parce que des fois, il y en a qui sont dans les heures supplémentaires parce qu'ils se disent c'est la seule façon que je vais arriver à m'en sortir, à tout cocher ce que j'ai à faire, à tout faire. Donc là, ça peut nous aider là. Ça peut aussi aller grandement diminuer le stress aussi qu'on peut vivre parfois au travail. Donc, il y a plein de beaux avantages comme ça lorsqu'on intègre une saine organisation ou une planification dans un contexte professionnel. Puis c'est probablement vrai aussi pour les gens qui sont en recherche d'emploi, parce que nous, on accompagne les gens qui sont à la recherche d'un emploi, puis évidemment, un petit bout quand ils sont en emploi, mais bon, notre mission s'arrête là, mais tu sais, on dit souvent, nous, que de se chercher un emploi, c'est comme une job à temps plein. Tu sais, c'est très prenant. C'est vrai, ça. Ça peut être très, très prenant là, dans une semaine. Fait que tout ce que tu viens de dire, j'étais capable de l'appliquer aussi. Ça peut être stressant. On peut avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle sur notre situation. C'est normal. On est devant l'inconnu. Oui, c'est tout à fait normal. Exact. Fait que, probablement que la planification peut aussi aider beaucoup à garder le sentiment de contrôle, à diminuer le stress, puis à se garder du temps aussi, à quelque part, là, à ne pas se laisser envahir. Exactement. Exactement. Puis il y a un autre point qui me vient en tête aussi qui est quand même important, puis ça peut s'appliquer aussi, je pense, à la limite dans la recherche d'emploi, mais lorsqu'on est en travail aussi, c'est que on va le nommer là, comme la performance. Ah ben oui. Quand on gère bien notre temps, ça va avoir une influence sur la performance. Puis comme quand on est en emploi, souvent, il y a un indicateur de performance quelque part qui est quand même... important, là, dois-je le dire. Là. Fait que, ouais. Puis, dans le contexte d'emploi, justement, c'est quoi les éléments à considérer, là? Mettons qu'on veut être plus organisé, on veut mieux planifier. Ce serait quoi les éléments clés? Par quoi commencer, surtout? Parce que je pense que pour beaucoup de personnes, ça doit être intimidant. Oui. Tu sais, moi, rien qu'utiliser un agenda, j'ai jamais vraiment fait ça. Je suis capable, là, mais c'est pas mon trip. Oui, mais c'est vrai. Ouais, par où commencer? Pour quelqu'un qui est justement pas à l'aise, mettons, avec ces outils-là, par où commencer? C'est une super bonne question parce qu'on va se le dire, on n'apprend pas ça à l'école. Ah non! Comment gérer notre temps, comment utiliser un agenda, je veux dire. Ils nous disent comment faire, puis après, tu sais, c'est eux qui nous disent quoi faire. Ouais. On l'apprend pas. Non, exact. Puis même que des écoles, il y a même des écoles maintenant qui donnent plus d'agenda dans les écoles. Ah, ça me bosse. Ah ouais? J'ai appris ça l'année passée. J'ai été un petit peu troublée. Mais en tout cas, c'est un autre dossier. Mais ouais. Fait que c'est ça. Mais par où commencer? En fait, je pense que vous l'avez nommé. Je pense que c'est peut-être de voir c'est quoi les outils dont j'ai besoin. Okay. Si je peux y aller avec les outils de base, là, puis après ça, vous prenez ce que vous voulez, puis vous laissez aller si ça vous intéresse pas. Mais tu sais, les outils de base, je pense qu'un agenda, c'est vraiment l'outil de gestion de temps par excellence. Puis là, l'agenda, lequel, comment ça marche? Oui, parce que oui, ça peut être intimidant. Tu l'as nommé tantôt, puis oui, ça peut être intimidant. Il y a les agendas électroniques, puis les agendas électroniques, on peut, tu sais, je veux dire, il y a des applications qu'on peut acheter, mais ça peut être aussi simple que Outlook ou bien que Google Agenda, là. Ça peut être ça. Ou après ça peut être un agenda papier. Là, il y en a à peu près 1 million de disponibles. Il y en a vraiment des millions, là. Fait que là, après ça, c'est de choisir peut-être l'agenda qui répond le mieux à nos besoins. Tu sais, c'est aussi de se questionner comme, est-ce que j'aime mieux planifier papier ou électronique? Parce que c'est pas parce qu'on est dans une ère numérique qu'on est obligé de planifier de façon électronique. Tout à fait. Puis en même temps, c'est pas parce qu'on a un agenda papier qui traîne sur notre bureau qu'on est obligé de l'utiliser si on n'aime pas ça. Fait que c'est de se questionner aussi qu'est-ce qu'on aime, parce que le but, c'est de justement, surtout si c'est intimidant pour nous, l'organisation et la planification, faut réussir à avoir un petit peu de plaisir. Faut que ce soit le fun. Donc, tu sais, à un moment donné, ça peut valoir la peine là, d'investir dans un agenda qui est peut-être un petit peu plus beau parce qu'on le trouve beau, puis ça va nous tenter de l'utiliser puis de l'ouvrir à chaque semaine. Puis si on a envie d'investir un gros $7 dans un plus beau stylo pour avoir du fun à planifier, bien, je pense que c'est un investissement qui peut valoir la peine. Si au final, ça nous pousse à aller planifier. Fait que c'est d'utiliser le bon outil. C'est ça, l'agenda, en premier lieu, qui est important, mais questionnez-vous à savoir si c'est électronique ou papier que vous voulez. Après ça, moi, je trouve que c'est important aussi de savoir où est-ce qu'on va gérer nos tâches, parce que qui dit gestion de temps dit gestion de tâches, surtout dans un contexte professionnel et même dans une recherche d'emploi, parce qu'à un certain moment donné, on doit aussi noter qu'est-ce qu'on a à faire quelque part. Fait il y en a qui vont aimer travailler avec des tâches qui sont incluses dans l'agenda.
Moi, personnellement, c'est ce que j'aime, mais c'est pas la méthode officielle. Là. C'est juste moi, j'aime ça, avoir mes tâches à mon agenda. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble et tout est au même endroit. Mais il y en a qui vont préférer fonctionner avec une to-do list, par exemple, à côté. Ou il y en a qui vont préférer travailler avec un gestionnaire de tâches comme Outlook, comme des applications. Il y en a à l'infini aussi. Fait que c'est ça. Donc, c'est trouver comment on va gérer nos tâches. C'est quoi le gestionnaire de tâches qu'on veut utiliser. Encore là, on peut se questionner si on veut que ce soit papier ou électronique. Puis finalement, moi, j'aime bien combiner avec un troisième outil qui est le cahier de notes. Le cahier de notes, là, c'est ça. Il y en a qui en ont 25 cahiers de notes et qui se sentent un petit peu éparpillés. Moi, j'aime bien travailler avec le moins de cahiers de notes possible, justement pour pas se sentir éparpillé. Mais après ça, on peut aussi en avoir un par thème, là, comme un pour quand j'ai des réunions puis des appels, puis un autre que c'est juste pour me vider la tête quand j'ai besoin, par exemple. Mais si on a trop de cahiers de notes, là, ça peut devenir un petit peu problématique. Puis le cahier de notes, c'est qui devient intéressant justement on est en rencontre, on va passer une entrevue, par exemple, si on est plus en recherche d'emploi, on prend des notes tout au même endroit, puis après ça, si on a des suivis à faire, là, on peut aller les transposer dans l'agenda ou dans le gestionnaire de tâches, par exemple. Fait que ça, c'est les outils de base que je dirais qu'on peut un peu commencer par là. Puis sinon, si on veut aller un petit peu plus concrètement, parce que j'ai beaucoup parlé des outils, moi, j'aime bien parler de la gestion des priorités parce que, à mon sens, la gestion des priorités, c'est vraiment la base de la gestion du temps. Donc, c'est de peut-être identifier c'est quoi nos priorités, puis de peut-être aller placer ça à l'horaire avant d'aller placer tout le reste. Moi, pendant que je t'écoutais parler, je me suis dit, tu sais, c'est le fun, comme on le dit là, ça semble clair. Mais je pense que pour certaines personnes, au-delà d'être intimidants, ils vont considérer ça aussi comme une tâche. Tu sais, est-ce qu'il y a un moyen pour toi de pas reformuler cette pensée-là, mais de l'amener d'une façon différente? Comment qu'on devrait voir ça au lieu de voir ça comme une tâche? Ouais, là, je vais dire quelque chose d'intéressant. Les études démontrent que lorsqu'on planifie notre semaine, mettons que lorsqu'on prend à peu près 1 heure pour planifier notre semaine, toi, tu sais ce que je vais dire? Oui, je me suis informée, je sais où est-ce qu'on s'en va, là. OK, je le dis-tu quand même? Vas-y. Lorsqu'on... Là, on a vraiment créé un suspense. Lorsqu'on prend 1 heure pour planifier notre semaine, ça nous en donne 10 dans notre semaine. Donc, juste là, je pense que c'est un bon témoignage. Puis moi, pour vrai, là, même moi, l'experte en gestion de temps et experte en planification, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais là, c'est pas vrai, là, comme... Voyons donc 1 heure, 10 heures. Mais finalement, là, depuis que je sais ça, je sais pertinemment que 10 heures, c'est le minimum d'heures qu'on va gagner dans notre semaine lorsqu'on prend le temps de planifier. Fait que ça, j'ai envie de dire ça d'entrée de jeu. Puis peut-être une autre façon aussi, parce que c'est vrai que ça peut être vu comme une tâche. Je pense que ça peut être même le fun d'aller se créer un petit rituel un peu autour de notre planification, tu sais, pour que ce soit agréable. Tu sais, moi-même, là, ça m'arrive des fois, le dimanche, mettons que je veux planifier ma semaine, ça m'arrive des fois que ça me tente pas. Tu sais, ça me tente pas tout le temps. Cependant, qu'est-ce que je fais quand ça me tente moins? Ben, je vais comme aller allumer une petite musique que j'aime, me servir un petit café que j'aime. Je vais comme, là, j'utilise aussi des outils que j'aime. Fait que je vais comme essayer de créer un petit environnement invitant pour justement me donner envie d'aller faire ma planification. Puis je pense que la planification, c'est le genre d'exercice que ça vaut la peine d'essayer. Même si ça ne nous tente pas trop au début, pour aller justifier le tout finalement, pour après ça voir le résultat. Puis à un moment donné, les résultats vont tellement être grands qu'on ne pourra plus se passer de cette pratique-là. C'est comme si la justification va devenir la motivation. Mais ce que j'entends aussi, c'est que ça demande peut-être, tu sais, on disait apprendre, mais un entraînement, carrément. Oui, exactement. T'as raison. On ne devient pas bon à la planification du jour au lendemain. Exact. Ça se peut que les premières semaines soient pas pourries, mais pas faciles, puis qu'on se rende compte que les outils sont pas les bons. La manière qu'on a géré nos priorités, c'était pas ça, pas en tout, mais que c'est correct aussi de faire cette erreur-là puis de revenir après. Je pense que de faire un feedback, de se faire un feedback sur sa propre planification fait partie de la planification. Du moins, c'est ce que je semble comprendre là, avec ce qu'on se dit là. Oui, c'est vraiment une belle comparaison. Puis même que j'ai envie d'aller plus loin avec la comparaison avec l'entraînement. Si on arrête de planifier, si on arrête de s'entraîner, on va perdre la forme qu'on avait gagnée. Ah ouais. Si on arrête de planifier, c'est la même chose. Ben oui. Moi, même si je suis experte en planification, il y a une semaine que je planifie pas, je vais payer le même prix que tout le monde. Ça, c'est intéressant. Et honnêtement, là, moi, j'ai réagi quand je savais où tu t'en allais, là, avec 1 heure par semaine, te donne 10 heures, là. Parce que moi, ça m'avait tellement flabbergasté là, d'entendre ça dans ton balado. Puis j'étais ça se peut pas jamais de la vie. Puis j'ai commencé à le faire.
Puis, tu sais, des fois, je prends pas 1 heure nécessairement. Je prends une demi-heure ou 1 heure. Mettons, là, j'essaie, en tout cas, le plus possible de le faire là, à la fin de la semaine pour planifier la semaine suivante. Là, et ça paraît. Ou même de prendre 15 minutes le matin pour planifier ma journée. Tu sais, des fois, c'est plus réaliste de faire ça. En tout cas, je suis encore en exploration. Mais si c'est trop intimidant la semaine, on y va au jour le jour. Là, c'est vraiment mieux que pas le faire. Puis, honnêtement, là, des fois, de prendre 10-15 minutes le matin juste pour dire, bon, là, justement, c'est quoi mes priorités cette semaine? Et donc, aujourd'hui, ça va être quoi ma priorité? Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est quoi mes rendez-vous? Tu sais, je voyais ma journée, je savais ce que j'avais à faire. Mais ça se passait tellement bien. Puis finalement, je me rendais compte, à 2 heures l'après-midi, j'avais fini tout ce que j'avais à faire. Alors que si j'avais pas fait ça, je suis certaine que je me serais rendue à 4h30, là, la broue dans le toupette, à dire, oh mon Dieu, j'ai rien avancé, j'ai rien fait. Ouais. Fait que j'y crois. J'ai pas calculé. Est-ce que j'ai sauvé 10 heures? Je sais pas. Ouais. Mais c'est impressionnant, honnêtement. Là. Mais c'est la preuve aussi qu'on peut adapter vraiment à tous les types de personnes. Si on disait 1 heure, oui, mais peut-être que pour certains, c'est vraiment difficile. Je sais pas, quelqu'un qui a de la difficulté à garder son attention, par exemple. Fait que, peut-être que pour cette personne-là, en petites bouchées, c'est plus facile que le plat au complet. Absolument. Puis ça aussi, c'est de la planification. On planifie la planification. Ça n'arrête pas, là. Il y a des layers à ça. C'est l'oignon de la planification. Oui. Mais c'est vrai. Puis quand je parlais d'1 heure, je pense que 1 heure, c'est quand on a vraiment beaucoup de choses à planifier. Puis comme je pense, c'est pas mal le maximum. Mais c'est vrai que si on doit le prendre par petites bouchées, faut le planifier. Puis même en grosse bouchée, faut des fois le premier... Au début, quand que l'habitude n'est pas encore instaurée, c'est vrai qu'il faut le planifier. Ouais. C'est intéressant, ça. Avant d'aller plus loin, voici la capsule conseil de Libre Emploi. Imaginez, vous êtes enfin prêt pour une semaine de recherche d'emploi ultra productive. Votre café en main, votre CV à jour et une liste de postes intéressants bien remplie. Et soudain, un imprévu. Votre ordinateur décide de faire une mise à jour, votre connexion Internet disparaît, ou encore une nouvelle offre alléchante apparaît au dernier moment. Bref, votre organisation se dissipe d'un seul coup, tout comme votre motivation. C'est bien beau vouloir tout planifier au quart de tour, mais soyons honnêtes. Il y aura toujours quelque chose pour venir chambouler votre programme parfait. La clé? Prévenir au lieu de guérir. Une recherche d'emploi, ça se planifie tout autant qu'un horaire de travail. Un recruteur vous appelle à l'improviste, une offre d'emploi en or apparaît soudainement. Pas de stress, il faut simplement utiliser des outils pour structurer votre recherche. Un agenda ou un tableau de suivi peut vous aider à organiser les offres auxquelles vous postulez, noter les relances à faire et les échéances importantes. Non seulement ça vous évite les oublis, mais ça vous maintient actif dans votre recherche. En bout de ligne, il vous restera sûrement du temps pour réviser votre CV ou pratiquer vos techniques d'entrevue parce que vous aurez la latitude pour bien éplucher les sites des entreprises qui vous intéressent. Vous pouvez aussi utiliser la règle des 3 priorités. Chaque jour, définissez 3 tâches essentielles à accomplir pour avancer concrètement. Par exemple, ça pourrait être de postuler à 2 offres d'emploi, envoyer un message à un recruteur et contacter une nouvelle personne sur LinkedIn pour élargir votre réseau. Apprenez aussi à dire non aux distractions et à protéger vos plages de travail. Fixez vos limites pour rester concentré sur vos objectifs. Si votre famille sait que vous êtes en mode recherche intensive, ils éviteront certainement de vous interrompre. Enfin, prenez du recul. Pas besoin de paniquer si un jour ne se déroule pas comme prévu. La recherche d'emploi, c'est une course d'endurance et pas un sprint. Un CV envoyé à la mauvaise adresse ou un courriel resté sans réponse ne signifie pas que votre carrière est finie. Et surtout, gardez du temps pour vous. Votre énergie ne se renouvellera pas toute seule et faire défiler les sites de recherche d'emploi à vous en hypnotiser ne récompensera pas nécessairement vos efforts. Lorsque vos objectifs quotidiens sont atteints, reposez-vous et félicitez-vous parce que ces quelques pas de plus vous font cheminer vers votre accomplissement professionnel. Tu as parlé tantôt de la gestion des priorités. Ouais. Puis moi, c'est un des sujets que je voulais parler parce que ça concerne tout le monde. Là. Ouais. Puis ça revient souvent. Là, puis je pense que tu l'as dit tantôt, c'est un peu la base là, de définir ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Ouais. En fait, j'aimerais d'abord et avant tout peut-être préciser c'est quoi une priorité. Je veux dire, je pense que tout le monde se dit, ben oui, je sais c'est quoi une priorité, mais je pense que les gens ne savent pas vraiment parce que à la lumière de ce que je vois à travers les gens de ma communauté ou bien mes clientes et tout, on pense savoir c'est quoi une priorité, mais on ne sait pas nécessairement c'est quoi. Donc, une priorité, concrètement, là, c'est quelque chose. Ça peut être une action ou une tâche qui nous rapproche concrètement de nos objectifs de réalisation. Ce qui fait que, quand il y a un imprévu, ça ne veut pas dire que c'est une priorité. Oui. Ça n'a pas besoin d'être géré en priorité. Quand il y a une urgence qui survient, ça ne veut pas dire que c'est une priorité. Donc,
une priorité, ça devrait être vraiment quelque chose qui nous rapproche de nos objectifs. Si on est en recherche d'emploi, il faudrait que ça soit une priorité, c'est quelque chose qui serait relié à ça. Dans notre travail, c'est quoi concrètement nos objectifs? Parce que souvent, on va comme aller établir les urgences comme étant des priorités. Ouais. Mais si on est moindrement professionnel, fait que là, ça va s'adresser aux gens qui se reconnaissent comme étant des personnes professionnelles. Lorsqu'on est moindrement professionnel, les urgences, puis les délais, là, on va les respecter. On le sait qu'on a un rapport à remettre vendredi à quelqu'un, on va le faire. On le sait qu'on doit soumettre notre CV à telle place avant la date butoir qui est vendredi. Si on est professionnel, on va le faire. Donc, ça n'a pas besoin nécessairement d'être mis en priorité parce qu'on le sait qu'on va le faire. On devrait utiliser, les priorités, il faut que ce soit en petite quantité. Avoir 25 priorités dans notre semaine, c'est comme en avoir aucune. Fait que, moi, j'aime bien, en fait, transmettre aux gens l'idée de se définir 3 priorités par semaine. Puis souvent, quand je dis ça, ça fait un peu peur aux gens parce qu'ils se disent, c'est pas assez. C'est pas beaucoup quand même. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais en même temps, ça fait que c'est facilement atteignable. Si on avait 25 priorités, on aurait déjà envie, au début de la semaine, de se dire, je vais en faire la moitié, puis la semaine prochaine, je ferai le reste. Puis là, quand je dis d'identifier 3 priorités, je suis pas en train de dire qu'il faut juste faire 3 tâches dans la semaine. Non. C'est juste que, dans le fond, ça veut juste dire qu'on va se concentrer principalement là-dessus, puis que s'il y avait des gros imprévus majeurs ou des grosses urgences majeures qui deviendraient prioritaires, on essaierait quand même de peut-être garder le cap sur ces 3 petites priorités. Parce que chacune des priorités a ses sous-tâches associées aussi. Fait que c'est quand on, en tout cas, c'est ce que j'en comprends, là, quand on choisit nos priorités, on travaille dessus tout le temps à l'aide des tâches qu'on fait par rapport à cette priorité-là, j'imagine, dans ta journée ou dans ta semaine. Exactement. Mais en même temps, je pense que ça pourrait même être intéressant de fragmenter la priorité afin que finalement, ce soit une tâche et pas un projet. Intéressant. Parce qu'encore une fois, ça va aller se mettre plus facilement à l'horaire, puis ça va être plus facilement atteignable. Parce que si on se met une priorité qui serait comme plus un projet, des fois, ça va être tellement gros qu'on va avoir de la misère à rentrer ça à l'horaire ou on va trouver ça tellement gros qu'on va se dire, non, je le ferai pas. Fait que si on peut le fragmenter en tâches, puis à la limite, ça peut être les 3 priorités de la semaine peuvent être 3 tâches du même projet, là, si on veut. Là. Mais moi, j'ai envie de dire, surtout pour les personnes qui sont un petit peu plus novices en gestion de priorité, là, qui sont moins familiers, à ce moment-là, je l'encouragerais vraiment ces gens-là à mettre des petites tâches en guise de priorité plutôt que des projets qui contiennent plusieurs tâches parce que ça va être plus facilement atteignable puis ça va aller se placer à l'horaire plus facilement parce que normalement, une tâche va prendre moins de temps qu'un gros projet, par exemple. Oui, puis juste ça, c'est un exercice quand même qui n'est pas facile, mais vraiment pertinent à faire, de fragmenter un projet, justement, ou un mandat ou quelque chose que tu as à faire, de faire l'exercice de dire, OK, c'est quoi, là? C'est chacun des pas, là, pour arriver à la finalité là, de tout ça. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile à faire, là, mais qui est vraiment important, je pense, de faire. Puis c'est encourageant, là, plus tu as de check sur ta liste, yes, j'avance, tandis que là, plutôt que d'attendre la fin du projet, c'est plus décourageant, effectivement. J'ai l'impression qu'on fait ma psychanalyse. Parce que dans les derniers mois, on a eu des gros projets au travail, puis moi, j'avais tendance à voir la montagne au début, puis je le sais qu'éventuellement, toutes les choses vont se placer, mais je sais pas comment prendre naturellement ces bouchées-là au travail. Fait que je me dis, je dois pas être la seule, ma foi du bon Dieu. Donc, on voit les projets arriver, puis on sait plus comment les fragmenter. Fait que je pense que d'aller sélectionner les priorités là-dedans, c'est de se ramener aux objectifs même du projet. Et à partir de là, c'est, OK, moi, c'est quoi ma partie dans cette priorité-là? Exactement. Puis de pas s'oublier, parce que souvent, on travaille en équipe. Mais, sur le coup, ça m'arrivait d'avoir des réactions un peu je sais pas comment je vais y arriver. Parce que quand on travaille justement sur nos priorités à la fin de la semaine, on se sent plus accompli. On a comme un sentiment de satisfaction qui est plus grand que juste cocher des tâches pour cocher des tâches. C'est ça. Oui. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai. Je pensais même pas à ça. Non, mais moi, j'entendais juste ça. J'ai fait, oui, c'est vrai. Mais c'est intéressant de voir ça comme ça parce que je me rends compte aussi qu'il y a un côté humain à la planification. J'ai l'impression que certaines personnes pourraient voir ça un peu comme, voyons, êtes-vous toutes des robots, ma foi? Oui, comme rigide, comme tu disais tantôt. Oui, c'est vrai. Puis qu'au final, il y a le côté, faut apprécier ce qu'on fait, faut qu'on sorte avec je veux dire en anglais, un reward, une récompense à la fin. Puis c'est quoi la récompense? C'est-tu d'avoir fait la to-do? C'est-tu se récompenser carrément? C'est-tu... Tu sais, je pense qu'il y a de pas oublier ça aussi. Il y a de l'émotionnel dans la planification plus qu'on pense. Tellement. Puis j'aime ça ce que tu dis. J'aime ça le point que tu apportes parce que oui,
Puis je pense qu'il y en a qui planifient de façon très rigide. Là. Mais oui, ça, c'est correct aussi. Oui, puis c'est correct. Puis il y en a qui se plaît là-dedans. Mais comme moi, mon approche de la planification puis de l'organisation est vraiment plus dans la fluidité, flexibilité. Moi, j'encourage les gens à laisser leur horaire respirer pour la spontanéité. Là. Comme il y en a qui pensent que la planification fait en sorte qu'on peut être spontané dans la vie. Mais moi, je suis capable encore d'être spontanée, mais je ne surcharge pas trop mon horaire parce que là, sinon, là, ça irait un peu tuer la spontanéité. Puis tu parlais d'émotion avec la planification, puis tellement parce que la planification, dans le fond, c'est l'intégration de notre temps dans un outil de travail, finalement. Puis le temps, c'est vulnérable. C'est qu'est-ce qu'on fait de notre vie, là, au final. Puis les tâches reliées à ça, parce que dans la planification, il y a beaucoup les liens avec les tâches aussi. Puis les rendez-vous, bien, on a une émotion de rattacher à ça. Si on a un rendez-vous pour une entrevue, on va être peut-être stressé. Ben oui. Si on a des tâches à faire, il y en a qui vont nous tenter, il y en a qui ne nous tenteront pas. Fait que ça va avoir un impact sur la façon dont on va planifier aussi. C'est clair. Mais vraiment. On dirait que ça me fait du bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui, ça me réconcilie avec moi-même. C'est merveilleux. Je suis contente d'entendre ça. Fait que, puis, tu parlais de spontanéité. Mettons, les moments de spontanéité pour toi au travail comme tel, qu'on ait le temps de les faire, ça se traduit comment? Est-ce que c'est des moments où ce qui peut arriver des urgences puis qu'au pire, on va avoir du temps? Ou au contraire, c'est des moments où penser à des nouveaux projets? Comment tu vois ça, quand on laisse l'horaire respirer au travail? Quand on laisse l'horaire respirer, je pense que ça fait en sorte que... on peut peut-être un peu parler des imprévus parce que tu l'as nommé aussi. Les imprévus, il n'y a rien de plus prévisible que les imprévus. Il y en a tout le temps. Là. C'est vrai. Il y en a tout le temps. Puis même si moi, je planifie bien mon temps puis que je suis bonne en gestion de temps, j'en vis moi aussi des imprévus. Là. Il y en a tout le temps. Ce qui fait que je pense que ça devient intéressant de planifier les imprévus. Puis là, ça peut des fois avoir l'air un petit peu intense, là, comme de vouloir planifier les imprévus. C'est une autre affaire à planifier. Sauf que, je veux dire, allez pas nécessairement mettre une case à votre horaire là, imprévu, mais par justement planifier les imprévus, ça veut dire de laisser aérer notre horaire. Ce qui fait que si, par exemple, on est du genre à avoir un 20 par jour ou par semaine d'imprévus, parce que ça vaut la peine de se questionner. Je gère à peu près combien d'imprévus dans ma semaine? C'est-tu 50 C'est-tu 5 De façon générale, ce que les statistiques démontrent, c'est que monsieur, madame, tout le monde gérait à peu près 20 d'imprévus dans leur semaine. Fait qu'on peut commencer avec ça. Si on ne sait pas par où commencer. Donc, ça serait intéressant de faire aérer notre horaire, justement, en raison de 20 par jour puis par semaine. Donc, dans une journée normale de travail, si on travaille 7 à 8 heures, on pourrait ne pas planifier 7 à 8 heures, mais peut-être plus planifier un 6 heures de tâches et de rendez-vous. Ce qui fait qu'il y a comme une heure de buffer qui va nous permettre de soit être spontané si ça nous tente, de peut-être faire des transitions plus longues entre chacune des tâches, de peut-être se sentir moins mal si on va prendre un café prolongé à la machine à café avec les collègues, ou de justement pallier aux imprévus lorsqu'ils arriveront, parce qu'ils arriveront peut-être pas le lundi, ils vont peut-être tout arriver le mercredi, mais reste que ça va faire en sorte que ça ne fera pas déborder à la semaine suivante toutes les choses qu'on a planifiées. Parce que comme je disais tantôt, il n'y a rien de plus prévisible que les imprévus, mais en même temps, tout le monde fait comme s'il n'allait jamais avoir d'imprévus. Donc, ils vont overbooker leur semaine, ils vont vraiment la surcharger pour ensuite se taper sur la tête quand il y a des imprévus qui arrivent. Puis là, ils vont se dire, là, je n'ai pas encore travaillé assez. Là, je suis pas bonne. Là, c'est là qu'on a un langage un peu négatif envers nous-mêmes. Puis là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à la fin de la semaine, on n'est pas fiers de nous. Notre confiance diminue. On ne se sent pas vraiment accompli. Alors que ce sentiment-là pourrait être tout simplement changé si on faisait aérer notre horaire davantage puis qu'on planifiait finalement des petites périodes tampons pour les imprévus qui, on va se le dire, vont arriver. C'est une évidence. Oui. Puis moi, je vais encore parler de mon expérience, là, mais quand j'ai recommencé à travailler, mon poste a changé. Puis, je suis là en soutien à l'équipe beaucoup. Donc, je me retrouve à être sollicitée plus qu'avant. Mais ça, j'ai appris là, avec le temps à le planifier ça dans mon horaire parce que je peux pas être là pour l'équipe 7 heures par jour parce que j'ai des choses à faire, mais je veux me le garder disponible. Fait que je sais que je l'ai expérimenté, là. Des fois, je me bookais vraiment des grosses journées. J'avais beaucoup de choses à faire, puis j'étais sollicitée pareil, là. Ben oui. Puis ça faisait justement que je me sentais un peu dépassée, là. Ça me sortait par les oreilles. Puis ça m'arrive encore des fois, là, mais le plus possible, j'essaye de placer les choses dans mon horaire pour me laisser du temps, justement. Puis ce temps-là, là, quand je suis pas sollicitée, je sais quoi faire. Au final, c'est pas une heure que je me mets, puis
Il n'y a pas d'imprévu. Non, mais c'est pas une heure en continu non plus. Non, c'est ça. Je suis souvent dans le cadre de porte de Caroline quand même là, pour poser des questions. Mais tu sais, 2 minutes là, 2 minutes là, on finit par faire 1 heure, 1 heure et demie. Au bout de la journée, on l'a pas vu aller, mais au moins d'avoir eu un buffer, gars, on a réussi à aller tout recoller ensemble pour faire une journée complète. Là. Exact. Absolument. C'est ça. Puis s'il n'y a eu aucun imprévu, là, il y a plein de possibilités. Là. Oui. Des fois, on a dans notre tête, des fois, tellement de projets qu'on aimerait mettre en place, des choses, des outils qu'on voudrait créer, puis on se donne jamais l'autorisation de le faire parce que c'est pas urgent. C'est des choses qui sont importantes, mais sont pas urgentes. Fait qu'on va pas se permettre de le faire. Mais là, ça peut justement être un bon moment si on a du temps surprise comme ça qui se libère. Mais en même temps, justement, si on a des choses importantes qu'on veut faire mais qui sont peu urgentes, si on utilise la planification, ça peut être intéressant aussi d'aller les placer à l'horaire, ces choses-là. Là. Y a-tu des autres que de surbooker son horaire? Y a-tu d'autres erreurs que les gens font souvent dans la planification, quand ils commencent? Oui, il y en a plein. Puis je les ai tous faites, ces erreurs-là. C'est sûr. Là. Les gens vont planifier leur rendez-vous, mais ils planifieront pas leurs tâches. Mais c'est ça, tu as parlé des 2 tantôt. Oui, je les vois vraiment de façon distincte. Parce que parfois, je vais demander aux gens comme, « Hey, est-ce que tu planifies ta semaine? » Puis tout le monde dit « Oui, moi, je planifie. » Fait que là, je leur demande de m'en dire plus. Puis oui, comme la semaine prochaine, je sais exactement c'est quoi mes rendez-vous. OK, mais encore. Puis après ça, les gens savent un peu ça sur quoi ils vont travailler, mais ils n'ont pas défini en avance quand est-ce qu'ils allaient faire chacune de leurs tâches. Puis ça, je veux dire, j'ai trouvé aucune statistique là-dessus, mais je suis sûre que 95% des gens qui ne planifient pas leurs tâches, qui ne font juste que planifier les rendez-vous. Puis en plus, avec la planification électronique, c'est super facile. Donc, tu sais, on sait c'est quoi nos rendez-vous, on sait c'est avec qui, on sait combien de temps ça va durer. Puis après ça, on ne planifie pas nos tâches. Fait que ça, le danger, lorsqu'on ne planifie pas nos tâches, ça veut dire que, admettons le mardi, mettons qu'on n'a aucun rendez-vous le mardi. C'est pas vrai qu'on va s'asseoir à rien faire. Justement, c'est comme une journée de rêve. On va pouvoir clencher plein de choses. On n'a pas de rencontre. Mais le danger, c'est que si on planifie pas, si on définit pas en avance la journée à laquelle on va faire chacune de nos tâches, c'est comme si nos journées libres deviennent des journées de disponibilité pour les autres. Ah ouais. Parce que, mettons, je reprends l'exemple. Le mardi, on n'a aucun rendez-vous, puis, mais justement, peut-être que ça serait une merveilleuse journée pour clencher un paquet de tâches puis des projets. Puis, tu sais, quand on n'a pas de rendez-vous, on peut justement aller plus en profondeur des fois dans un projet parce qu'on peut s'y plonger pendant une plus longue durée. Mais là, le lundi, si quelqu'un dit « Hey, Émilie, mardi, es-tu disponible pour une rencontre? » Tu regardes ton horaire. Ben oui, j'ai pas de rencontre. Donc, oui, pas de problème. Fait que là, on va comme aller remplir par soit des rendez-vous ou par les demandes des autres personnes. Ouais, ça résonne. Ouais. Je te dis, là, à soir, je vais revenir chez nous, je vais réfléchir à ça. Ouais, fait que dans le fond, c'est comme si finalement notre agenda était libre pour toutes les autres personnes, alors qu'au final, si on avait planifié nos tâches, puis si quelqu'un vous avait dit « Hey, t'es-tu disponible mardi? » Non, j'ai aucun rendez-vous, mais j'ai 10 tâches. Donc non, je ne suis pas disponible. Fait que là, c'est comme si, quand on planifie nos tâches, c'est comme si on se donne la permission, enfin, d'avancer nos projets, d'avancer les choses qu'on veut faire. Ça veut pas dire que ça va être parfait, là. Puis des fois, il y a peut-être votre patron qui va vous imposer un meeting, puis vous n'aurez peut-être pas le choix de dire oui, tu sais. Mais au moins, ça fait en sorte qu'on a une réelle vue d'ensemble. Donc oui, peut-être qu'il y a 3 jours dans la semaine qu'on n'a pas de rencontre, mais on a peut-être beaucoup, beaucoup de tâches, ce qui fait que on a une vue d'ensemble. Fait que ça, c'est une grosse erreur que les gens font, à mon avis, mais c'est très généralisé, là. Sentez-vous pas mal si vous vous reconnaissez ici. Mais, tu sais, ça, je vois que c'est vraiment une grosse erreur. Une autre erreur aussi que les gens font, je trouve, c'est qu'ils vont pas prendre le temps, justement, d'estimer la durée de leur tâche. Ils vont comme dire, mettons, OK, aujourd'hui, je vais faire ma to-do list de ma journée. Puis là, ils vont se mettre comme, je sais pas, 16 tâches qui prennent toutes 1 heure et ils vont essayer de penser que c'est réaliste de passer à travers ça. Et là, en plus, ils ont peut-être 4 réunions. Là. Ce qui fait que lorsqu'on prend le temps de définir, à tout le moins d'estimer la durée de nos tâches, moi, j'aime bien le faire par tranche de 15 minutes. Il ne faut pas virer fou puis aller à 2 minutes parce que moi, près. On dirait que ça me stresse. Là. Le temps, là, déjà que c'est quelque chose qui roule beaucoup dans ma tête, le temps. On dirait que tu as pensé en plus à estimer. J'entends ça, puis je suis comme... Mais t'es pas la seule qui dit ça, tu sais. Puis justement, si tu as un inconfort avec ça, parce que le but, c'est pas de créer un stress non plus, tu pourrais te dire, OK, c'est quoi, mettons, les 5 tâches que je fais le plus souvent? Tu pourrais commencer comme ça, puis essayer d'aller, à tout de moins, estimer ces 5 tâches très récurrentes-là pour que, quand tu les fais, que tu sois consciente, en fait, du temps que ça te prend. Parce
Ouais, vas-y. C'est intéressant parce que c'est pas tout le monde qui a la même vitesse là, pour faire les tâches. Fait que, tu sais, ce travail-là, d'introspection-là, il est bon à faire. Parce que, tu sais, une tâche pour toi va peut-être te prendre 5 minutes, mais quelqu'un d'autre, ça va prendre une demi-heure. Fait que, tu sais, toi, de le savoir, ben, tu sais que cette tâche-là, ben, est facile à plugger quand t'as 10 minutes, mais quelqu'un d'autre, ça va être bien différent. Fait que, tu sais, je pense que c'est intéressant de faire cet exercice-là. Tellement, tellement. Puis, en même temps, tu parlais de temps, puis des fois, c'est l'énergie, là, comme, OK, cette tâche-là, c'est-tu lourd sur mes épaules ou c'est facile? Parce que si c'est lourd, on a intérêt à mettre ça à notre horaire à un moment dans la journée où on est quand même allumé, versus s'il y a une tâche qui nous motive, qui nous rend vraiment heureux de faire, c'est intéressant. À ce moment-là, on peut peut-être faire ça en fin de journée si on est plus fatigué, comme ça va peut-être un peu raviver la flamme. Fait que ça peut nous permettre de les situer aux bons endroits. Fait que d'estimer la durée des tâches, ça fait vraiment en sorte qu'on va se bâtir un horaire plus réaliste. Et finalement, en fait, moi, là, juste pour clarifier, moi, depuis que j'estime la durée de mes tâches, là, ça fait quand même quelques années que je fais ça, c'est officiellement la technique qui me permet de cocher toutes les tâches que je planifie à ma semaine. Parce que, moi, avant, je travaillais avec une to-do list éternelle. Là. Il devait y avoir 250 choses. Puis là, c'est un boulet, ça, finalement, qu'on traîne là, semaine après semaine. Parce qu'on coche, mais on en rajoute tout le temps. Oui, on en rajoute tout le temps. Fait qu'à la fin de la semaine, finalement, il y en a plus. On va voir tout ce qu'il n'y a pas de coché plutôt que de voir qu'est-ce qu'on a coché. Là. C'est intéressant. Puis une autre grosse erreur que les gens font, mais je l'ai nommé un peu tantôt, c'est de ne pas prévoir de temps justement pour les imprévus. Donc, d'être trop rigide avec leur planification. Mais moi, j'aimerais revenir sur une dernière petite chose peut-être avant qu'on arrive vers la fin. Tu disais, on prévoit nos rendez-vous, on prévoit pas nos tâches. Puis là, je me suis dit, est-ce que tu parles aussi des tâches dans les rendez-vous? C'est une très, très bonne question, ça. Les gens, en fait, tu parles de quand on sort d'un rendez-vous, là, comme les tâches qui s'en découlent ou les tâches qui précèdent le rendez-vous? Ben, mettons, justement, je parlais des gros projets tantôt là, qu'on a eu dans les derniers mois. Là, on se prépare, mettons, des sous-comités, donc des rendez-vous avec quelqu'un, un de nos collègues, mais on sait qu'on a ce rendez-vous-là pour ce projet-là. Mais on sait juste les grandes lignes à peu près de ce qu'on va faire pour ce projet-là, cette journée-là. Est-ce que ça vaudrait la peine aussi de planifier nos tâches pour le rendez-vous qu'on va faire ensemble en sous-comité? Je pense que ça serait très intéressant, notamment peut-être pour vous permettre plus de clarté, gagner du temps, puis comme savoir un petit peu plus concrètement. Là, on est peut-être un peu dans l'esprit de vouloir un peu plus de contrôle, mais c'est peut-être que ça vous aurez peut-être plus l'impression d'être dans la proactivité. Là. À ce moment-là, ça se retrouverait, je pense, à être de planifier les tâches dans la semaine avant le comité, en préparation. C'est parce que moi, je me demandais, ça m'a amené à me dire, est-ce que la planification peut se faire en collaboration avec quelqu'un? Ou si c'est plus avec soi-même? Je comprends. Je pense que les deux, c'est bon. Les deux, c'est bon, surtout lorsqu'on travaille en collaboration sur des gros projets qui sont souvent sur une plus longue durée de temps. Je pense que chacun a un peu sa responsabilité de faire une certaine planification individuelle. Cependant, je pense que ça peut être intéressant d'un petit peu faire une planification de collaboration pour s'assurer que tout le monde suit un peu le même rythme, que les attentes sont claires, que les priorités sont claires. Parce que toi, tes priorités, s'ils sont différentes de ta collaboratrice, bien là, ça risque de pas fonctionner. Là. Fait que carrément, c'est correct aussi si on se disait, bon, au début de la rencontre, on prend 5 minutes, on fait ça, puis là, au pire, ça aurait été 5 minutes sur l'heure où on est ensemble, mais qu'on sait qu'on va accomplir au moins 4 tâches sur 5 pendant l'heure qu'on va avoir. Exactement. Puis ça, le fait d'établir, on va dire, un peu des objectifs en début de rencontre, ça fait en sorte que la rencontre est beaucoup plus efficiente et c'est ça. Puis c'est clair, là, parce qu'il y en a toutes des pertes de temps dans des réunions des fois. Oui. Puis c'est correct là, de rigoler. Quand on s'entend bien avec nos collègues, des fois, on passe tout de suite à qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine. Puis c'est tellement normal, je pense. Oui, c'est normal. Puis c'est le fun aussi. Il faut que ce soit plaisant, mais quand on établit des objectifs, c'est plus facile de se ramener à l'ordre. C'est ça. C'est intéressant, vraiment. Puis à part, mettons, l'agenda, tu as parlé d'un cahier de notes. Oui, et gestionnaire de tâches. Gestionnaire de tâches, c'est ça. As-tu d'autres outils, d'autres trucs en rafale, D'autres trucs en rafale. En fait, d'autres trucs en rafale, j'aurais peut-être envie de dire de travailler avec des blocs de temps. Là, je sais que c'est comme hyper populaire, cette pratique-là, mais je précise, c'est quoi? C'est de définir en avance ce sur quoi on va travailler, puis on se met un bloc à l'horaire. Comme disons, le jeudi, de 13h à 15h, je travaille sur telle chose. Comme si c'était un rendez-vous. Là. Un rendez-vous avec toi-même. C'est un super de bon truc. Cependant,
il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables d'honorer les propres rendez-vous qu'ils ont envers eux-mêmes. Fait que si vous vous reconnaissez dans ça, l'idée, si on veut honorer le bloc de temps, des fois, c'est d'avoir peut-être un partenaire de responsabilisation. Donc, si on est dans un milieu professionnel, c'est peut-être de dire à un ou une collègue, « Hey, à tous les jeudis, de 13h à 15h, on travaille-tu sur ce projet-là? Genre, ça n'a même pas besoin d'être ensemble. Vous pouvez être chacun à vos ordi ou chacun à votre espace de travail. On travaille là-dessus. » Ou comme, tu sais, des fois, si on procrastine sur des affaires là, ou comme des tâches plus plates, mais qu'il faut faire, mais ça pourrait être de se dire avec justement un partenaire de responsabilisation, « Hey, le jeudi, de telle heure à telle heure, on fait nos tâches plates ensemble. » Fait que, tu sais, ça va comme... On va moins... Tu sais, souvent, on va moins laisser tomber un rendez-vous si on sait qu'il y a quelqu'un qui va être là avec nous. Versus si c'est un rendez-vous tout seul avec nous-mêmes, c'est facile de dire, je vais le déplacer ou je le ferai plus tard. Ou finalement, ça finit qu'on le fera pas. Fait que les blocs de temps, c'est quand même un bon truc. Partenaire de responsabilisation, c'est intéressant. Super de bon truc. Parce que moi, j'entends vraiment que l'équipe peut construire sa communication et sa maturité en faisant de la collaboration aussi comme ça. C'est bien beau. Mais oui, exactement. Vraiment. Autogestion. Non, mais c'est super intéressant. Puis, parce que la procrastination aussi, là, je pense qu'on le vit toutes. Là. Tu sais, les tâches qu'on n'a pas le goût de faire, là, ça prend le bord. Puis, c'est souvent les mêmes pour tout le monde quand on travaille tous ces mêmes types de projets aussi. Oui, c'est ça. On se fait, voilà, sur cette tâche-là. Puis, des fois, ça peut être encourageant juste de se dire qu'on n'aime pas ça ensemble. Puis c'est correct aussi. C'est comme, ben là, regarde, ça, j'aime moins ça, mais il faut le faire. Go. On se donne faisons-le ensemble, puis on devient soudainement des cheerleaders entre nous. Exactement. C'est dans d'autres trucs, tantôt tu le parlais, des fois, c'est la récompense. Est-ce que je peux m'offrir, on a une grosse affaire plate à faire ou comme plus lourde ou comme ça a un plus gros impact, on peut se récompenser. On peut aussi, moi, j'aime bien travailler avec, en fait, j'allais dire une technique de concentration, mais je pense que dans les trucs, juste valoriser la concentration. Parce que je trouve que ce n'est pas très valoriser la concentration alors que ça a tellement un impact sur notre productivité. Donc, être concentré, comme à la limite, se mettre des écouteurs pour écouter de la musique, pour je sais pas, enlever les bruits ambiants si on est plus du genre à se laisser distraire facilement. Ça peut être de fermer la porte, de dire qu'on n'est pas disponible, de renvoyer nos appels à notre boîte vocale pendant 1 heure, question de se concentrer. Fait que vraiment, de la concentration, ça a un impact très significatif sur la gestion de notre temps. C'est intéressant, ça. C'est vrai qu'on a tendance à pas le faire assez. Ça. Mais je pense qu'on veut se rendre disponible aussi. Pour nos collègues dans la vie. Oui, c'est vrai. On a peur que si on ferme la porte ou si on renvoie, il y a encore le côté de performance, le côté lien avec les collègues, le côté aussi, est-ce que, je sais pas, notre supérieur va penser qu'on s'isole, qu'on n'est pas ouvert s'il a besoin de venir nous voir. Quand même, je pense que c'est un concern qu'on a sans s'en rendre compte. Absolument. Je pense que oui. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'est de trouver un peu le sweet spot, là, comme le lieu idéal. C'est pas de dire aujourd'hui, je ferme ma porte toute la journée. C'est peut-être de dire pendant 2 heures. Mais c'est beaucoup. Je pense que ça va aller beaucoup par la gestion des attentes, de communiquer. Comme, hey, mettons, sachez que maintenant, j'ai un souci plus conscient de mon temps. J'ai besoin de plus de concentration. Donc, à partir de maintenant, quand vous avez des questions, peut-être vous les notez. Tout à la place de venir 15 fois dans mon bureau, c'est peut-être de vous les noter puis de venir 1 fois à la fin de la journée à mon bureau. C'est peut-être de dire, ben moi, de telle heure à telle heure, je sais pas, moi, le matin de 8h à 10h, c'est la période où je suis la plus concentrée. Je vais travailler sur mes dossiers, mais à partir de 10h, j'ouvre la porte puis vous avez le droit de venir. Fait que, parce que, on se permet de fermer notre porte si on a un rendez-vous. Des fois, c'est des rendez-vous qui ont même pas, sont même pas vraiment importants. Mais pour le reste du temps, on va vouloir rester disponible. Fait que je pense que c'est beaucoup dans la gestion des attentes. Puis lorsqu'on le communique clairement, les gens seront pas surpris ou comme ils vont pas penser qu'on donne plus un bon service ou qu'on n'est plus là pour eux. Ça peut aussi les inspirer à faire de même, à gérer leur temps avec plus de conscience. Puis je pense qu'après ça, les gens vont juste comprendre. Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est comme si planification rimait soudainement avec respect de ses limites aussi. Tellement. Exactement. Je trouve ça beau. Puis je trouve que dans le milieu du travail, il y a certains employeurs maintenant qui sont de plus en plus sensibilisés à ça, le respect des limites. Mais je pense que la planification est une belle façon d'apporter à ton employeur, j'ai telle limite que j'aimerais respecter, puis on n'ose pas le nommer. Non. Mais quand on est baqué un peu sous l'angle de la planification, je pense que c'est plus facile à apporter après ça. Puis les pratiques deviennent plus saines au fur et à mesure, je pense. Tellement, oui. Absolument. Vraiment. Voilà. Est-ce que tu as d'autres ressources ou que tu aimerais partager aux gens qui voudraient aller plus loin ou qui voudraient s'investir peut-être plus dans la planification? Hey, on pourrait en parler encore pendant 4 heures. Là, hein? Mais en fait, je pense que
je pense que c'est d'y aller vraiment un petit pas à la fois. Des fois, quand on... Tu sais, là, si j'ai semé des petites graines qui vous intéressent, des fois, on va comme vouloir avoir 1 million de trucs en même temps. Moi, je pense qu'avec la planification, pour que ça fonctionne sur le long terme, il ne faut pas essayer... Tu sais, je dis planification, mais ça s'applique à l'organisation aussi. Il ne faut pas tenter d'implanter 25 choses en même temps parce que là, ça va durer 1 semaine, puis après ça, pouf, on va tout arrêter, puis on va revenir à nos anciennes habitudes. Fait que, tu sais, si j'ai dit 1 ou 2, en fait, si j'ai dit 15 choses qui vous intéressent, retenez-en peut-être juste 1 ou 2. Puis si vous en voulez encore plus, par exemple, là, moi, je suis l'animatrice, comme tu disais un peu plus tôt, du podcast 168 heures. J'ai aussi une bibliothèque d'outils gratuits sur mon site web où on peut télécharger plein d'outils PDF, des aides-mémoire, des checklists, des choses comme ça. Donc, ça, on retrouve ça sur mon site laplanificatrice.com/bibliothèque. Puis, mais c'est ça, tu sais, je pense qu'après ça, il y a plein de livres qui existent. Il y a plein... Tu sais, moi, j'ai un blog, mais il y a aussi plein d'autres blogs qui sont en lien avec les techniques de gestion de temps. Mais le conseil que je peux donner, c'est essayez pas d'aller chercher trop d'informations parce que là, ça devient un peu comme de la boulimie à un moment donné. Là, comme faut pas trop absorber parce qu'à un moment donné, c'est pas mieux. Là. C'est d'y aller une chose à la fois. Puis tout ce qui tourne autour de la planification puis l'organisation, ça reste que c'est une habitude. En fait, c'est pas comme une habitude, c'est une habitude. C'est l'implantation d'une habitude. Donc, il vaut mieux aller petit à petit. Puis une fois que c'est solide, on peut rajouter quelque chose de plus plutôt que d'essayer de tout mettre en même temps, que ça dure 2 jours, puis qu'après ça, qu'on revienne à nos anciennes habitudes ou qu'on se dise « je suis pas organisée » ou « je suis pas capable, moi, de faire ça ». Faut se muscler un peu là, avant de lever 250 livres. Là. Exactement, c'est comme le gym. Je trouve que c'est une bonne note de fin. Je trouve que c'est quelque chose qui englobe bien ce dont tu as parlé aujourd'hui. Puis c'est une note positive là, pour donner le goût de se lancer là-dedans. On pourra mettre là, dans la description là, ton site web, ton balado, tout ça pour les gens qui voudraient aller plus loin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous de planification. C'était vraiment intéressant. Moi, pour vrai, là, cliente satisfaite. Là, j'ai vraiment l'impression quand même que je ressors avec d'autres choses ou tu sais, même si, mettons, je mettais pas tous les outils en place, j'ai des pistes de réflexion. Puis je pense que ma vision a changé en genre 1 heure, là. Fait que vraiment, merci beaucoup. Hey, ça me fait tellement plaisir. Merci les filles de m'avoir invitée. C'était vraiment super agréable. Merci. Merci.